Roger Hollande, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à mon demande. Merci de m'avoir invité. Mais je suis ravi de vous avoir invité, mais c'est pas facile parce que vous avez été finalement, on vous a peu entendu depuis que vous êtes parti du Front National. Vous êtes une voix qui porte, mais là, on vous entend pas. Ben oui, parce qu'au départ au Congrès, on m'a demandé ma position, j'ai donné ma position, mais j'ai aussi dit que je ne rentrais pas en guerre contre Marine Le Pen, je ne vais pas cracher dans la soupe, j'ai été 40 ans au Front National, je dis tout simplement qu'elle ne représente pas mes idées, qu'elle ne représente plus mes idées, et qu'elle ne représente d'ailleurs pas celle de son père. Alors c'est clair, net et précis, je crois qu'il n'y a pas besoin de le répéter tous les jours. Mais maintenant, le combat continue. J'ai eu d'abord des problèmes parce que je dois déménager. J'avais quand même 40 années d'archives nationales. C'est pas tout, il faut les trouver quelque part. Bon, j'ai donné ma démission. Je ne le regrette pas, mais ça n'est pas facile, parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain, sans local, sans téléphone, sans ordinateur, sans rien. Donc je redémarre à zéro, et je dois vider les lieux pour le 15 de ce mois-ci, chose qui sera faite. Oui, enfin on peut pas dire que c'est tout simplement vous avez démissionné. Enfin, vous vous rendez compte que dans l'esprit des gens, Roger Hollande, c'est l'équivalent de Le Pen. Le Pen n'aimerait pas que je le dise, mais c'est l'équivalent de Le Pen, c'est-à-dire quelqu'un qui a fondé le Front National, qui a été aussi populaire, des fois plus, des fois moins que Jean-Marie Le Pen, qui a été le premier vice-président, enfin, une personnalité incontournable. Ce départ, ça peut pas rester sans interrogation. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que demain, je vais travailler avec ceux qui veulent reconstruire la droite nationale en restant avec le programme qui a été celui qui a fondé le Front National. Aujourd'hui, je le répète, je ne me reconnais absolument pas dans le programme tel qu'il est avancé, et je pense qu'il ira encore en changeant. Mais vous avez des points de doctrine, des points historiques qui fondent votre décision de partir. Ma décision de partir, on pourrait à la rigueur la trouver dans le livre qui est là sur la table et dont je pense on va parler. Bien sûr. Bon, tout va mal en France, c'est la faute à Pétain. C'est la faute à Pétain. Mais voilà, c'est contre ça que je me bats. Et on ne peut pas faire de la politique nationale française en oubliant 20, 30 ou 40 ans de la politique française. Si, pour ne pas être diabolisé, et pour être déringardisé, comme on dit, il ne faut pas parler de la guerre de 14, pas parler de la guerre de 39-45, pas parler de la libération, pas parler de l'épuration, pas parler de la guerre d'Indochine et de la guerre d'Algérie. Je n'en suis pas. Je n'en suis pas parce que ces messieurs ont réussi en 2-3 décennies à écrire l'histoire de France telle qu'elle n'a pas été. Et mon bouquin, justement, remet les choses d'aplomb. C'est d'ailleurs le troisième qui remet les choses d'aplomb, puisqu'il y a eu l'imposture communiste, il y a eu ensuite l'imposture gaulliste, et là c'est la décadence actuelle. Je ne me mets pas à ma table de travail la nuit pour dire je vais écrire le contraire de ce que disent ces gens-là. Je prends des archives, je prends mes documents, je travaille sur archives et sur documents, et j'arrive à sortir des livres qui sont totalement à l'opposé, mais en totalité sur ce qui est raconté aux Français. Et je suis monté au créneau quand au moment de l'affaire des Roms, sur toutes les télés, sur toutes les radios et dans la presse, il était question des camps qu'avait créé Vichy pour mettre les gens du voyage, qu'on appelait à ce moment-là les Romanichels, les lois qui avaient été faites contre les étrangers par Vichy. Bon, mais comment peut-on dire des choses pareilles? Est-ce que c'est pour réhabiliter Vichy que je monte au créneau? Non, c'est pour réhabiliter la vérité. Il y a des gens qui nous gouvernent, il y a des gens qui sont hauts fonctionnaires, qui passent des examens en disant que ces lois sont des lois de Vichy, puis ils ont 20 ou 19 sur 20.
Les lois contre les Romanichels et contre les gens du voyage ont été faites par le Front populaire, par les gouvernements issus du Front populaire. Les lois de reconduite à la frontière des étrangers qui étaient en France étaient drastiques du temps du Front populaire. Alors comment peut-on, en 2011, raconter que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la faute au maréchal Pétain? Ça commence à bien faire. Je trouve que vraiment là, ils ont été un peu loin. Tout va mal en France, c'est la faute à Pétain aux éditions Hélène, mais on va en parler dans quelques instants, bien sûr. Je reviens. Est-ce que votre départ, vous en avez parlé avec Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui que vous tutoyez. Qu'est-ce qu'il vous a dit, qu'est-ce que vous lui avez dit, qu'on puisse savoir? Quelque temps avant, j'avais vu Jean-Marie Le Pen. Dans son bureau, bon, ça n'avait pas duré des heures, il m'a dit, et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je lui ai dit, si ta fille passe, je m'en vais, voilà. Et je n'ai pas poussé Bruno Gollnisch, qui n'avait pas besoin de ça, pour monter au créneau, mais la seule chose que j'ai dit, le jour du congrès, la veille du congrès, à Bruno Gollnisch, enfin, la veille de la fermeture du congrès, quoi. Lorsque l'on a su les résultats par la presse, que la télé, à minuit le soir, a donné les résultats à la virgule près, j'ai dit que d'abord, c'était pas utile de dépenser des millions pour faire un congrès, pour que la télévision soit au courant des résultats avant, et que c'était dégueulasse vis-à-vis des militants, que la télé ait annoncé les résultats avant que Le Pen ne les donne à la tribune. Là, je pense qu'on a déjà vu pas mal de choses au Front National, qui n'est pas un parti de petits saints. Enfin, à ce point-là, jamais ça n'était arrivé. C'était pas la peine de prendre un huissier. Parce qu'on dit, mais ça a été fait sous contrôle de l'huissier. Alors, l'huissier était aussi derrière le gars qui a balancé à la presse les résultats. Il a été payé pour quoi faire, cet huissier? Moi, j'ai trouvé cela totalement anormal. Et c'est là-dessus que je dis à Bruno, commence ton discours, puisqu'elle va être élue, commence ton discours en disant que tu n'es pas très content que les résultats aient été connus à l'avance. Donc là, vous êtes le samedi au congrès de Tours, donc c'est pour la chronologie, le vendredi soir, avant l'ouverture du congrès, la télévision est en possession des résultats, à la virgule près, comme vous le dites, en indiquant source un haut responsable du Front National. Le samedi, vous êtes au congrès de Tours, vous dédicacez vos ouvrages. Comment est l'accueil, comme toujours? Mais forcément, quand je dédicace dans une réunion quelconque, que ce soit une réunion du Front ou une réunion du Cercle National des Combattants, ou bien en province, je dédicace énormément, je vends énormément de livres. Il faut quand même savoir que le Front National ne fait pas la publicité pour mes bouquins. Voilà. Avant, j'allais dans les fédérations, je signais mes bouquins. Bon, depuis qu'il y a eu une dispute entre quelqu'un et mon éditeur, les titres de mes livres ne sont plus publiés. Mais je ne vis que de ça. Je ne vis que de mes bouquins. Est-ce que le samedi, vous avez rencontré à nouveau Jean-Marie Le Pen, le samedi, à Tours? Non, le samedi, je n'ai pas rencontré. Je n'ai pas rencontré Jean-Marie Le Pen, non, et je n'étais prévu, moi, je devais simplement appeler les noms des gens qui allaient avoir la flamme. Bon, c'était pas trop compliqué comme boulot, Je suis donc monté à la tribune, j'ai fait l'appel des noms, Le Pen leur a remis la flamme, et ensuite je suis retourné à ma table de travail, et je pense que c'est là que j'ai dû dire à un journaliste, il m'a dit, oui, monsieur, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je démissionne, je m'en vais. Mais non, c'est pas possible. Et c'est là que j'ai dit, regarde, enfin, vous n'allez pas me poser 25 fois la question, je démissionne, je m'en vais. Voilà. Alors à ce moment-là, ça a été une traînée de poudre. Le gars en a parlé aux autres journalistes, et mon secrétaire qui est là était moi, il y a eu au moins 25 ou 30 journalistes qui sont venus m'interviewer. Alors le soir, j'étais un peu crevé parce que j'ai dédicacé 140 ou 150 livres et donné en même temps une trentaine d'interviews. ça ne se fait pas tous les jours. Bon. Donc à ce moment-là, la direction du nouveau Front National est au courant de votre départ. Elle ne peut pas l'ignorer. Donc est-ce que vous avez eu un contact avec Marine Le Pen? Vous avez rencontré, vous la connaissez? Non, je n'ai aucun contact.
Je n'ai eu aucun contact avec Marine Le Pen, mais je... C'est-à-dire qu'elle n'est pas venue vous dire ne pars pas, pars, fais ce que tu veux. Non, personne n'est venu me dire ne pars pas. Bon, et Jean-Marie Le Pen, après, quand j'ai été lui dire que je m'en allais, m'a dit, enfin, tout le monde t'aime bien dans le mouvement, tu pouvais rester. J'ai dit que je partais parce que, une fois pour toutes, je ne vais pas le répéter, c'est la dernière fois que je le dis ici, je ne crois pas qu'elle pense ce qu'elle dit. Voilà, c'est clair, il n'y a rien à faire contre ça. Quand je la vois parler, je ne crois pas qu'elle croit ce qu'elle dit. C'est quand même, c'est suffisant pour arrêter mon combat politique dans ce mouvement. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de Martial Bild, et qui reçoit, vous l'aurez tous reconnu, Roger Olindre. J'ai quand même encore quelques questions avant de se fâcher définitivement. Je ne me fâche pas. Enfin, il faut quand même bien que les amis qui écoutent comprennent que c'est 40 ans de ma vie que j'ai balancé d'un seul coup. Personne ne pouvait penser il y a 40 ans, quand on s'est lancé dans le combat, avec pas un rond, avec rien. Hein, on partait la nuit, on se battait comme des chiens, on en prenait plein la gueule, on rentrait le matin pour aller au boulot. Enfin, ça n'a pas été rien quand même, la mise en place du Front National après le comité Tixier-Vignancourt. Alors, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'ai décidé de l'effacer. Je pars. Voilà. Je réponds par politesse à tes questions, parce que ton boulot, ayant cette émission de radio, c'est de poser des questions. Mon boulot et mon amitié, c'est de répondre, mais je ne passerai pas ma vie là-dessus. Parce que ce que j'ai dit, comme explication de mon départ, je pense que c'est clair, net et précis, et il n'y a pas à revenir dessus. Est-ce que vous avez été renforcé par le discours du dimanche sur le laïcisme? Est-ce que vous êtes dit, bon ben voilà, là c'est la preuve que on n'est pas d'accord? Mais laïcité rempart à l'islam. Le discours du dimanche avait été quand même précédé d'un tas de déclarations, dans un tas de journaux. Bon, moi je ne comprends pas deux choses. Je ne comprends pas comment Jean-Marie Le Pen a pu être insulté, traîné dans la boue pendant 40 ans. Il n'y avait aucune raison. Mais je ne comprends pas non plus comment sa fille a pu être encensée comme elle l'a été. Il n'y avait aussi aucune raison. Voilà, ces deux choses étaient toutes les deux totalement incompatibles. Il n'y avait pas à attaquer Le Pen constamment comme ils l'ont fait, parce que c'était faux. Et elle, pourquoi la promouvoir comme ça? Ce sont les télés, les radios et les médias qui étaient chargés de faire le tri à l'intérieur du Front National. Il y a quand même des raisons de douter, même si on n'a pas la suspicion ancrée dans l'âme. 3 dernières questions sur ça, et puis après on attaquera les vraies questions qui vous intéressent. Depuis votre départ, est-ce que vous avez eu un contact avec Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen? Non, j'ai eu un contact avec Jean-Marie Le Pen que j'ai été voir j'ai été le voir dans son bureau pour lui annoncer amicalement que je partais. Je lui garde mon amitié. Il a toujours dit je préfère ma fille à mes nièces et autres. Mais il a prouvé qu'il préférait ses filles à ses nièces et à ses amis. Moi, je suis rentré au Front National avec ma bite et mon couteau. Je repars avec ma bite et mon couteau. Je ne dois rien, strictement rien à personne. Hein? Et autre question. Lors d'un entretien que vous avez accordé à nos amis de présent, la semaine dernière, vous dites que vous êtes arrivé numéro 2, mais que souvent vous êtes arrivé numéro 2, mais qu'en réalité, vous étiez premier. Vous êtes arrivé numéro 2 au comité central. J'ai su qu'à 1 ou 2 congrès, mais ça ne m'intéressait pas, je m'en foutais être numéro 1 ou numéro 2, j'ai su qu'à plusieurs congrès, j'étais premier. Mais je n'en ai pas fait un 5. Je sais que j'étais premier. Mais vous n'êtes pas arrivé officiellement premier. Mais je ne suis pas arrivé officiellement premier. C'est les gens du dépouillement qui me l'ont dit, que ce soit à Nice ou que ce soit ailleurs.
Mais je me battais, entre nous soit dit, je me battais pour autre chose que pour ça, et les gens le savaient bien. Entre les cadets, le château, le CNC et tout, j'avais largement le temps. Hein, ce que je ne voudrais pas, c'est que on oublie ce que mes amis, mes militants et moi-même, nous avons fait. Hein. Le CNC tient encore la route. Le château, ça a quand même été une grande aventure. Oui. Les cadets, c'était quand même quelque chose qui tenait debout. Je prétends que ces activités font partie de l'essence même de ce qu'a été le Front National pour l'honneur, pour la patrie. Bon, mais l'honneur et la patrie, je pense que c'est des mots qu'on n'entendra plus beaucoup dans les discours actuels. Alors, on va quitter le nouveau Front National et on va partir dans l'actualité. Est-ce que vous considérez, vous avez dit là toujours au quotidien présent, que vous considériez que la laïcité c'était pas un rempart à l'islam et que c'était la chrétienté, les chrétiens qui pouvaient être les vrais remparts à l'islam. Bon, alors vous regardez ce qui se passe actuellement en Tunisie, en Égypte, mais aussi au Yémen, en Jordanie. Quel est votre regard, vous qui êtes premièrement un spécialiste de ces questions, qui avez été grand reporter à Paris Match, qui avez suivi ces dossiers-là, quel regard portez-vous ? Ben, je pense, c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà 2-3 ans que ça me turlupine. Je suis quand même étonné que dans notre pays, la France, qui a été la fille aînée de l'Église, tout le monde se fout de la gueule du pape, on insulte une seule religion, la religion catholique, et je commence à trouver, mais ça fait un bout de temps que ça commence à bien faire. Je trouve que tout ça est un peu gros. Alors quand je dis à certains de mes amis, un peu mécréants, il faut défendre notre position de chrétien. Bon, je les vois qui tournent un peu des yeux en disant, mais enfin, ils se voient déjà à la messe tous les matins, à vêpres, à faire 15 genuflexions, c'est pas ça. On peut être chrétien en se faisant respecter comme chrétien. Moi, je me suis occupé de jeunes musulmans, puisque j'avais une troupe scout à 98% musulmans. Bon, j'étais chrétien, je leur laissais respecter leur religion et je faisais en sorte qu'ils respectent leur religion. J'avais quelques petits juifs, j'avais quelques petits chrétiens, je leur indiquais aussi à eux qu'ils devaient se faire respecter, mais pour être respectés, ils devaient être respectables. Bon, mais si les Français n'ont pas compris aujourd'hui que face à la montée de l'islam, qui bien souvent vient de Français de souche et chrétiens, parce que nous sommes plus attaqués par des Français de souche et d'origine chrétienne que par les musulmans eux-mêmes. Il y a quelques rigolos, il y a quelques extrémistes, c'est sûr et certain, mais il n'y a qu'à prendre un peu la presse. Bon, par exemple, là, je notais Télé 7 jours. Télé 7 jours de cette semaine. Télé 7 jours, c'est un journal de télévision. Bon, eh ben, il faut lire même les journaux de télévision. Cette semaine, il y a M. Carambeu qui fait un article, enfin on l'a écrit pour lui, qui fait un article contre l'esclavage et contre le colonialisme. Alors qu'est-ce qu'il a à reprocher à la France, M. Carambeu, qui est millionnaire, tant mieux pour lui, qui était dans l'équipe de France, qui est traité comme un prince, mais il paraît que son grand-père avait été amené à l'exposition coloniale et que c'était proprement dégueulasse parce qu'il représentait les tribus Kanak à Paris. Mais avant l'exposition coloniale, il y avait Buffalo Bill aussi qui avait débarqué à Paris avec les Indiens. Les Indiens, ils vont pas pleurer sur les radios, les télés américaines qu'on les a exploités, présentés dans des musées comme des sauvages. Bon, dans le même Télé 7 jours, il y a Danny Boom. Alors là aussi, c'est l'antiracisme, 3 pages d'antiracisme. Mais où vont-ils chercher ce racisme, tous ces gens? Et puis, il y a Jamel Debbouze aussi, dans le même numéro de Télé 7 jours. Alors, Jamel Debbouze, lui, ça ne suffit pas de parler du racisme, tout ça c'est une ode à l'antiracisme de tous ces gens. On se demande quand même ce qu'ils foutent chez nous. Parce que tous ces gens sont millionnaires, pour ne pas dire milliardaires, passent à la télé, à la radio, sont partout, ouvrent leur gueule, alors que nous, depuis 40 ans, ils ont un ordre de ne pas nous laisser parler. Il faut qu'il y ait de la différence à la télévision, sauf des gens de droite, voilà.
Il votent tout, sauf des gens de droite. Alors, dans la même semaine, dans le Parisien, M. Debbouze, Jamel, il a 2 pages complètes dans le Parisien, 2 pages de bouillie pour les chats. Et les Français qu'il reçoit dans les locaux du Parisien trouvent que c'est un type merveilleux, merveilleux. Bon, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut s'entendre entre nous, il faut qu'on s'aime bien. Mais il n'est pas question pour lui de dire, on va devenir français avec les lois françaises et les devoirs de français. Bon, il miaule un peu sur son fils, que certainement à cause de sa femme, il a appelé Léon, mais il dit, lui, de toute façon, il connaît pas Léon, il l'appellera Ali. C'est ça l'intégration. Alors tous ces mecs sont milliardaires, et plus ils sont milliardaires, et moins ils sont français. C'est comme Madame Rachida Dati, qui est garde des Sceaux, un des ministères les plus prestigieux de France. Elle a une fille, elle l'appelle Zora. Elle ne pouvait pas appeler sa fille France. Ça n'aurait pas eu de la gueule, ça. Garde des Sceaux, elle appelle sa fille France, non, elle l'appelle Zora. Parce qu'elle est grande, c'est la grande Zora. Oui, ça sera peut-être la grande Zora. Alors, où je doute un peu, et je discute souvent avec mes amis. D'abord, personnellement, et les amis le savent, je n'ai jamais employé le mot bougnoule. Jamais. Mais je dis qu'il faut voir la situation actuelle du pays. Là, cet après-midi, ma secrétaire m'a acheté ce journal, s'appelle Le Courrier de l'Atlas, l'actualité du Maghreb en Europe. C'est un journal formidablement bien fait. Un journal où les Tunisiens sont fiers d'être Tunisiens, les Algériens fiers d'être Algériens, les Marocains fiers d'être Marocains. Par contre, dans les journaux français, personne n'est jamais fier d'être Français. Voilà. Alors, il faudrait peut-être prendre langue avec ces gens, et ça fait des années que je le dis, et leur dire, mais enfin, on veut bien vous respecter en tant que nationaliste algérien, tunisien, marocain et tout ce que vous voudrez, mais commencez par nous respecter, nous. Et que répondraient-ils, ces gens-là? Ils nous répondraient, mais messieurs, ce n'est pas nous qui tenons les radios et les télés. Si vous êtes insultés comme vous l'êtes, ça n'est pas par nous. Et on s'aperçoit que nous sommes plongés constamment dans une immense désinformation. Avec les événements de Tunisie, là, par exemple, on s'aperçoit que le pouvoir actuel, que ce soit le président de la République ou ses ministres, ne peuvent rien dire. Monsieur Sarkozy est, qu'on le veuille ou non, président de la République. Il est caricaturé, insulté du matin au soir. Alors, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il a cherché les bâtons pour se faire battre. Mais il est quand même président de la République. C'est quand même étonnant. Alors, on apprend qu'au moment des événements de Tunisie, alors, M. Ben Ali, que tous ces gens allaient voir, le nombre de gens qui vont en vacances à l'œil en Tunisie et au Maroc est proprement étonnant. Je me souviens un jour débarquant au Maroc quand j'étais député, et je donne ma carte de député au contrôle à Rabat, et le gars me dit, mais monsieur Hollande, dans quel hôtel voulez-vous qu'on vous mette? Vous êtes député français? Je dis, moi je suis député français, mais là je suis touriste, je viens à mes frais, je paye. Et il y avait 2-3 loustiques de la droite molle qui étaient arrivés avec femmes et enfants, qui étaient logés à l'œil par les Marocains. C'était exactement la même chose en Tunisie. Alors du jour au lendemain, M. Ben Ali en Tunisie devient un salaud, une ordure, un pourri, mais enfin on ne le savait pas.
On savait pas qu'il tapait dans la caisse, on savait pas que sa famille tapait dans la caisse. Alors, l'autre soir sur RTL, M. Andelat, à 18h, qui fait très bien, il présente très bien, une très belle voix et tout ça, il avait fait venir des spécialistes du Maghreb, hein, excusez du peu, des spécialistes du Maghreb. Là, on allait entendre ce qu'on allait entendre. Alors, on a parlé un peu de la Tunisie, on a parlé un peu de l'Égypte, mais il n'y a pas eu un mot en plus d'une heure d'émission sur l'Algérie. Pas un mot sur l'Algérie, alors que l'Algérie, le régime est 100 fois plus pourri que M. Ben Ali, et c'est pas celui de M. Ben Ali, et c'est pas peu dire. Les fonds sont détournés de façon scandaleuse, et la dernière fois qu'il y a eu des émeutes à Alger, les mecs ont tiré à la mitrailleuse, et il y a eu 800 blessés. Et tout ça, ça fait suite à 10 ans de guerre civile. Après notre guerre, il y a eu la guerre civile entre Algériens, il y a eu 200 000 morts au bas mot. Alors si, je veux bien, moi, qu'on prenne les noms des gens qui ont été voir M. Ben Ali et qui l'ont réconforté. Hein. Mais je commence, moi, à faire, et je demande à tous les gens qui nous écoutent, de faire la liste de tous les salauds qui ont débarqué en Algérie ces dernières années pour soutenir le gouvernement algérien et en insultant en plus la France et l'armée française. Voilà l'information véritable qu'il faudra bien faire demain. Et puis pour tout le restant, c'est exactement la même chose. Nous vivons dans le mensonge. Bon, pour l'Égypte, on peut dire tout ce qu'on veut, enfin, il ne savait pas de quelle essence était faite monsieur Moubarak, il savait pas d'où il sortait. M. Moubarak vient des officiers libres. Les officiers libres, ce sont des jeunes officiers égyptiens qui, pendant la guerre, étaient pour Hitler et pour Mussolini. Voilà, comme M. El-Sadat, qui a eu le pouvoir. M. El-Sadat, lors de sa visite en Israël, portait une cravate avec des petites croix gammées dessus. Alors tous ces gens ont les yeux bouchés, puis du jour au lendemain, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on a intérêt à commercer pour notre industrie, pour nos usines, deviennent des salauds. D'un seul coup, ce sont des salauds. Alors là, on apprend aussi, mais ça fait pas bondir les Français, que la douane a interdit a interdit les chargements de grenades lacrymogènes qu'avait commandé le gouvernement tunisien. Alors il fallait que le gouvernement tunisien commande son matériel anti-émeute à un autre pays que la France, puisque c'est la douane qui, allant au-delà des décisions du gouvernement français, réussit à bloquer les grenades lacrymogènes, qui ne sont pas des trucs qui tuent. Bon. Et lorsque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, au sujet des déclarations du président de la République, au sujet des déclarations de ses ministres, c'est pas nous, quand même, qui allons tous les jours prendre la défense de ces gens-là. Mais quand Madame Mam, ministre des Armées hier, ministre de l'Intérieur et autres, avec des fonctions importantes, est accusée comme elle est accusée, c'est là qu'on s'aperçoit que sur nous, pendant 40 ans, ils ont pu raconter n'importe quoi, parce qu'il a fallu qu'un type sorte la phrase de son contexte, et même Mam, qui est ministre, et même le président de la République, tout le monde ferme sa gueule parce qu'il n'arrive pas à remonter le courant de la désinformation. Elle n'a jamais dit, on va vous envoyer nos spécialistes pour mater. Jamais je l'ai entendu, le discours, je l'ai encore dans l'oreille. Elle dit, le gouvernement tunisien nous aurait demandé, nous aurions envoyé des spécialistes du maintien de l'ordre qui leur auraient appris à manœuvrer les forces de police et de gendarmerie sans avoir à tirer. C'est clair, net et précis. Et bien aujourd'hui, elle est accusée d'avoir dit qu'on allait envoyer des mecs qui allaient apprendre aux flics à tirer. Vous écoutez le libre journal de Martial Bild sur Radio Courtoisie, qui reçoit en ce moment Roger Olindre, qui nous commente l'actualité. J'ai une petite remarque d'un auditeur. Les troupes en Tunisie et en Égypte ont été commanditées de l'extérieur pour des raisons économiques. L'Égypte doit être paralysée pour l'empêcher de faire valoir ses droits sur les gisements de pétrole et de gaz près de Chypre.
Le Maroc sera également une cible pour les mêmes raisons dans l'océan Atlantique. Oui, mais je suis d'accord avec ce que dit notre ami qui vient d'envoyer ce message, parce que toute cette politique, c'est de la manipulation. Toute cette politique, c'est de la manipulation. Alors, Roger... Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne devait pas évoluer en Tunisie et que ça ne devait pas évoluer en Égypte, ou que ça ne devait pas évoluer au Maroc. Bon, je me souviens, un soir, nous étions allés à un spectacle au Maroc avec ma femme. Bon, et là, à la sortie, il y avait tout un tas de types... de cavaliers marocains et autres qui faisaient la haie d'honneur pour les gens qui sortaient de ce grand spectacle, et tous mendiaient une pièce. Mais ces pays sont indépendants depuis 50 ans. C'est pas notre problème. Ils sont indépendants depuis 50 ans. Et puis, je sais, il y a Pierre Deloguier. une chose que vous avez remarqué, c'est que quand on écoute certaines radios, il y a une espèce de sympathie, d'instinct des journalistes pour les émeutiers. Hein, on se demande. Et du coup, on entend les larmes émues des frères musulmans qui viennent dire « Donnez-nous le pouvoir, vous êtes dans une affreuse dictature ». Et je pense que bien des larmes seront versées quand ils auront en effet pris le pouvoir. Là, je pense que Moubarak apparaîtra vraiment comme un... Mais l'autre fois, il y avait, comment il s'appelle, Tintin, là, le postier, là, Besancenot, qui était... J'ai trouvé un Tintin de postier, je cherchais... qui était parmi les émeutiers en Tunisie, avec des trémolos dans la voix. Ah voilà la révolution qui monte, ça prouve que la révolution peut se faire, pauvre con. Mais qu'est-ce qu'on donne la parole à ces types-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent comparer la situation en France, en Égypte, en Tunisie. Est-ce que c'est comparable? Alors c'est vrai que ça peut être comparable, parce que 2 minutes après, il y a une speakerine qui annonce qu'il y a 6 millions de Français qui meurent de faim, un autre qui annonce qu'il y a 3 millions de Français qui ne peuvent pas se loger. Mais enfin, si on ne logeait pas n'importe qui, peut-être que les Français pourraient être logés. Bon, nous nous sommes battus pour la préférence nationale depuis 40 ans, en disant la préférence nationale, c'est les gens sont d'abord français. Voilà, quelle que soit leur race ou leur religion, ils ont droit à la préférence nationale. Eh bien, ils n'ont pas voulu de ça. Et aujourd'hui, pour avoir un logement, il n'y a pas besoin d'être français. Un étranger qui arrive, eh bien, s'il a 7 ou 8 gosses, il a un logement avant un français de souche, puisqu'il est même interdit de dire français de souche, et qu'il est même interdit de dire français, puisque tout le monde aujourd'hui est français. Je voyais encore hier soir à la télévision une brave femme, d'origine maghrébine, alors dans un appartement, le tuyau il coule, les cabinets ils sont bouchés. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites chez vous quand le cabinet sont bouchés? Vous les débouchez. Quand le tuyau il coule, vous faites venir le plombard pour réparer. Alors cette pauvre femme qui vit seule avec 7 enfants, mais où sont les pères de ces 7 enfants? C'est nous qui devons payer pour les pères de ces 7 enfants. Alors dès l'instant où ce genre de choses passe comme une lettre à la trappe, c'est ouvert à tous les abus, à toutes les conneries. On ne peut pas enrayer la marée. Bien, pas enrayer la marée, il y a une marée d'appels téléphoniques et de messages. On va les résumer. Alors les gens vont encore crier. Non, on les va tous. Non, ça vaut mieux. Plus tard. Ça va être la baston générale. Alors, j'ai pris trois cas. Bon, le cas le plus simple. Je commence par ceux qui sont désagréables ou ceux qui sont agréables. Qu'est-ce que tu fais? Bon, allez, on va commencer par ceux qui sont désagréables. Bon, parce que ça, j'ai déjà remarqué quand on parle de Marine Le Pen, il y a un fan club, quand même, il faut bien le dire. Et donc, les messages sont toujours ceux d'un fan club, quoi. Donc, il y a la question, est-ce que tu veux passer à l'UMP? Demande un auditeur. Oui. Pourquoi je peux... J'ai dit que c'était pas agréable. Je dis à cet auditeur que si, comme Madelin et Longuet, j'avais voulu changer un peu mon discours politique, il y a 35 ans que je serais député maire RPR d'une grande ville. Enfin, qu'est-ce que je vais aller foutre à l'UMP? Bon, voilà, ça allait le soir. Je pense pas qu'avec ce qu'on vient d'entendre, la porte est ouverte. Alors, deuxième chose, est-ce que tu vas rendre ta retraite de député au Front National?
C'est tout. J'ai dit que je serais désagréable. Non, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'après on dit, tu poses pas les questions. Pourquoi je rendrais ma retraite de député? Non, parce que je crois qu'il y a des gens qui pensent que, moi je sais ce que j'ai vécu donc, il y a 2 ans, c'est qu'on est attaché pour la vie. Hein, c'est un peu comme le grand mandat Rome, c'est-à-dire que quand on y est, on peut pas en sortir. Donc toi tu en es sorti, et est-ce que tu dois pas laisser tes affaires, tes mandats, mais que tu n'as plus? J'ai 800 euros de retraite. Ah oui, bah voilà. 800 euros de retraite. Et je vis de cette retraite et de la vente de mes bouquins. Voilà la réponse. Bon, on va quitter quand même les désagréables, je vais pas te faire ça toute la soirée. Vous faire ça toute la soirée, j'y arriverai pas. J'écoute un moment de respiration, de parole libre. Heureusement que nous avons quelques hommes courageux et d'honneur qui s'affirment en tant que Français, et ça c'est du patriotisme. La PNP, qui est avenue Foch à Neuilly-Plaisance, dit: j'espère pouvoir accueillir prochainement Roger Hollande pour une dédicace de vos livres dans ma librairie, cordialement et respectueusement. Alors ça, je passe ça à Nicole, parce que Nicole, elle est ici, personne ne la connaît, elle parle jamais, mais Nicole, c'est la secrétaire de Roger, toujours présente à côté, efficace et silencieuse, ce qui change de Martial. Bon, et puis... On serait bien embêté si vous étiez silencieux le mercredi beaucoup soir. Beaucoup de messages de sympathie. Et puis aussi des gens, bon, alors là, c'est plus polémique, qui disent, bon, est-ce que c'est pas partir trop tard? Est-ce que c'était... Voilà, c'est pas trop tard, parce que tout ce que vous dites, Roger, bon ben, d'autres s'en sont aperçus avant, vous auriez pu vous en apercevoir aussi, vous auriez pu suivre Karl Lang, vous auriez pu suivre... Voilà. Alors, bon, ça, c'est chacun ressent au moment où il doit le ressentir. Jusqu'à présent, les départs ont été plus dus à des politiques internes qui n'étaient pas admises qu'à des politiques sur l'ensemble du programme du Front National. Voilà. Alors, les bouquins. Parce que revenons quand même à cela. J'ai compté, mais je suis peut-être trompé. Hein. Tout va mal en France, c'est la faute à Pétain, c'est le 22e bouquin. Oui. Oui, c'est bon. Là, je ne me suis pas trompé. J'ai eu peur. Il y a une trentaine en tout. Bon, voilà. Alors moi, j'ai commencé par Le vin de la colère. Hein. C'est le premier bouquin que j'ai lu. Celui-ci, c'est un triptyque que vous avez rappelé. J'y arriverai pas. Un contre le communisme, un contre le gaullisme. Et puis, cette fois-ci, et c'est important, c'est pas la réhabilitation du maréchal Pétain dans le bouquin. Hein. C'est tout simplement dire qu'on ramène tout à la Seconde Guerre mondiale pour justifier les errements, les erreurs, les contre-vérités d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est exactement ça. Et là, j'ai sous le coude de quoi faire un autre bouquin du même genre, mais je ne vais pas le faire, parce que je pense que je vais me lancer dans un grand roman historique sur la guerre d'Indochine qui me tient à cœur. Mais je lisais, par exemple, l'autre soir, un bouquin qui traitait, enfin 2 bouquins exactement, qui traitaient de l'armistice, de l'arrivée de Pétain, de la dégringolade du pouvoir président de la République, Paul Reynaud et tout ça qui fuit en province. Bon, eh bien, il fallait pas soi-disant signer l'armistice. Pétain était une ordure parce qu'il a signé l'armistice qui est présenté par certains comme la capitulation. J'ai trouvé dans ce bouquin qui est le compte rendu des dernières réunions gouvernementales, ça se passe en Sologne dans un château le 11 juin, et le gouvernement attend. Il y a Churchill qui est là, le président de la République, tous les gens qui dirigent la France, qui ont réussi à arriver à peu près à l'heure, parce que les liaisons téléphoniques marchent très très mal, et Weygand arrive, avec tout son état-major, va dans la salle où une carte a été mise sur un mur, et il dit: la situation est désespérée, s'adressant au président de la République. Et à côté du président de la République, il y a Winston Churchill, et il y a tous les grands généraux qui n'étaient pas tous des badernes, comme on veut bien le dire, et il dit: j'ai été rappelé trop tard de Syrie, lorsque je suis arrivé, la situation était déjà désespérée. Et depuis hier, les Allemands sont en train d'engager dans la bataille 40 nouvelles divisions fraîches, alors que les nôtres, nous n'avons aucune relève envisagée. Ils se battent depuis 1 mois et demi, et ils se battent bien, parce qu'on oublie de dire qu'il y a eu 100 000 morts, presque 140 000 morts en 1 mois de combat. Je ne peux pas faire plus. Et là, il y a De Gaulle qui est là. Écoutez bien ce que je dis. De Gaulle est là. C'est le 11 juin. Et Weygand se tourne vers De Gaulle et dit: mais je suis prêt à laisser la place. Si quelqu'un peut faire mieux que moi,
je suis prêt à laisser la place. Et je servirai le nouveau commandant en chef avec honneur et fidélité. Ça change toute l'histoire. Et bien voilà, si on pioche un peu dans l'histoire, on s'aperçoit qu'ils nous ont menti depuis 50 ans, 60 ans. Ils n'ont pas cessé de mentir. Et ils ont menti pour toute la guerre de 45, pour la guerre d'Indochine, pour la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui encore, ils font prendre aux gens des vestiges pour des lanternes. Les Français ne connaissent plus rien de leur histoire parce qu'elle a été totalement caviardée. Totalement caviardée. Alors j'aimerais que les gens qui m'écoutent et qui vont peut-être me juger, hein. Moi je dis que toute ma vie, j'ai appliqué la devise para. D'abord que j'étais dans des unités où pour ouvrir sa gueule, il fallait avoir fait quelque chose. On ne l'ouvrait pas comme ça. Au mess, quand il y avait un type un peu trop turbulent, on lui disait « Toi tu fermes ta gueule, on t'a pas vu à l'œuvre jusqu'à présent ». Donc ça a été toute ma vie, l'ensemble de ma vie. J'ai essayé d'être un modèle, j'ai essayé d'être un exemple. J'ai servi Jean-Marie Le Pen avec honneur et fidélité. Sa fille ne s'appelle pas Jean-Marie, elle s'appelle Marine, et elle n'a pas les idées de Le Pen. Voilà, donc on boucle la boucle. Dernière question avant de se quitter, et en te remerciant une nouvelle fois d'être venu. Je précise d'ailleurs que Roger Hollande était venu il y a quelques mois, comme je l'ai précisé en exergue de mon propos, pour défendre le Front National dans cette émission, avec le talent qui est le sien. Et je ne crois pas ce soir d'ailleurs qu'il ait mis en cause particulièrement ni Jean-Marie Le Pen ni le Front National tel qu'il nous l'avons connu. Il y a dans le bouquin aux éditions Heligoland, qui est intitulé Tout va mal en France, c'est la faute à Le Pen. Cette photo, c'est la faute à Pétain. Ah bah voilà. Alors là, c'est dans la boîte. Franck à la technique.